Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 22 février 2024. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Un membre du parti CNL enlevé à Gihanga hier soir, les agents de la documentation sont pointés du doigt par la population et la CNIDH incapable de garantir les droits de l'homme au Burundi, décryptage de la séance plénière à l'Assemblée nationale au cours du journal. Dans cette édition, vous allez aussi suivre le délégué général du Force qui demande au gouvernement tanzanien d'arrêter de terroriser les réfugiés burundais. Tout de suite, le développement des titres. Page sécurité pour commencer. Méthode Kamatari est l'un des 3 Imbonerakure que la RPA a déjà identifié parmi les 8 personnes qui ont été exécutées dans la nuit du 30 janvier dernier, accusées d'avoir refusé de combattre contre le mouvement rebelle congolais M23, son identité et son parcours avec Onésime Dushimagize. Après plus de 2 semaines d'investigation sur l'assassinat de 8 personnes, dont 2 militaires et 6 Imbonerakure, tués dans la nuit du 30 janvier dernier par des agents du service national de renseignement du Burundi, accusés d'avoir refusé de combattre contre le mouvement rebelle M23 qui combat contre le régime de Kinshasa. Aujourd'hui, nous parlons de la 3e victime que la RPA a pu identifier. Il s'agit d'un Imbonerakure du nom de Méthode Kamatari, natif de la colline Nyarumongo, en commune Sare de la province de Bujumbura. Les habitants de cette colline qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que Méthode Kamatari était connu dans des actes de répression faits à l'endroit des membres des partis politiques de l'opposition, notamment les militants du parti CNL d'Agathon Rwasa. Les mêmes sources font savoir que Méthode Kamatari participait également dans la destruction des permanences du parti CNL et dans la collecte des contributions incessantes que le parti CNDD-FDD exige à toute la population membre et non membre de ce parti. Les habitants de la colline Nyarumongo qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que l'Imbonerakure Méthode Kamatari était absent dans cette localité depuis un certain temps. Les investigations que la RPA a menées prouvent qu'il était parti en RDC pour combattre le M23 et a été tué avec 5 autres Imbonerakure et 2 militaires la nuit du 30 janvier dernier et jeté dans une fosse commune en zone Gatumba, accusés d'avoir refusé d'accomplir la mission qui leur a été donnée. En plus de Méthode Kamatari, la RPA a aussi identifié des autres Imbonerakure parmi les 8 victimes de cet assassinat du 30 janvier. Il s'agit d'Alberic Ntezigayo, natif de la colline Nyabugimbu, zone Buseruko de la commune Mugina en province de Cibitoke, et de Meshak Ndamuhawenimana de la colline Nyamitanga, commune Buganda en province de Cibitoke. Toujours en page sécurité, un militant du parti CNL sur la colline Kagwema en commune Gihanga de la province Bubanza a été enlevé la nuit dernière par des personnes en tenue policière qui se trouvent être des agents du service national de renseignement. Il est le 3e membre du parti dirigé par Agathon Rwasa à être kidnappé dans une période de moins d'1 mois. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Ce militant du parti CNL arrivé ce mercredi vers 21h au centre de négoce de la colline Kagwema, en zone commune Gihanga, province de Bubanza, s'appelle David Bamporiki. Des témoins qui étaient sur place indiquent qu'il a été embarqué par des gens en tenue policière et civile. Ces gens qui se trouvent être ceux du service national de renseignement étaient à bord d'une camionnette Toyota double cabine. Notre source en commune de Gihanga témoigne. Il est venu en véhicule dans un endroit où d'habitude David Bamporiki aime être avec ses amis. Parmi ceux qui étaient là figure le nommé Olivier Nahimana, responsable des Imbonerakure en commune Gihanga. Dans ce véhicule Hilux double cabine et dont la plaque d'immatriculation n'a pas pu être identifiée, sont sortis des individus en tenue policière et civile et se sont rués sur David Bamporiki.
Il a tenté de résister, mais sans succès, et l'ont jeté dans son véhicule. Ceux qui étaient avec lui se sont tous levés pour le secourir. Mais Olivier Nahimana et ses gens, en tenue policière et civile, ont menacé de tirer sur eux. C'est ainsi que David Bamoriki a été embarqué. Le véhicule en question aurait pris la route nationale numéro 5 Bujumbura-Cibitoke vers une destination jusque-là inconnue. Les habitants de Gihanga indiquent que l'opération d'enlèvement du citoyen David Bamporiki aurait été planifiée par Olivier Nahimana, chef Imbonerakure dans la même commune de Gihanga, qui l'accusait de collaborer avec des rebelles. Néanmoins, des sources de la localité avancent plutôt des mobiles politiques. David Bamoriki était sociable à qui on ne pouvait rien reprocher. Il mange la sueur de son front. Il est taché, mais le responsable des Imbonerakure l'accusait de coopérer avec des opposants et des radios qui opèrent illégalement et qui collaborent avec des rebelles. Tout ça, c'est parce qu'il a refusé d'intégrer le parti au pouvoir. Tout ce qu'il est accusé n'a pas de fondement. Tout simplement, il n'est pas en bon terme avec Olivier depuis longtemps. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga. Il a décroché son téléphone portable sans toutefois répondre. David Bamporiki est alors le troisième membre du parti dirigé par Agathon Rwasa kidnappé à moins d'un mois. Le premier étant le responsable de la jeunesse du parti sur la colline Buringa, Georges Nimbona, surnommé Manyenye, enlevé dans la nuit de jeudi, le 28 janvier dernier, ainsi que Désiré Bizimana, lui aussi arrêté aux allures d'enlèvement le jeudi 8 février cette année 2024. Je vous le disais en titre, il est évident que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme n'est pas capable de garantir les droits et libertés de la personne humaine. Répondant aux interrogations des députés ce lundi lors de la présentation du rapport annuel 2023 de cette commission, le président de la CNIDH a laissé entendre que les décisions effectives reviennent à la justice. Le point avec Eloge Divin Remèche. Beaucoup de questions adressées au président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ont été superficiellement répondues ou encore esquivées ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Il s'agit notamment de la question relative aux détenus qui meurent dans les prisons, faute d'avoir la permission d'aller se faire soigner sous prétexte de manque de policiers pour les accompagner. Par rapport à la poursuite des auteurs des tortures, surtout les policiers et les administratifs, Sikte Vignini Moraba, président de la CNIDH, a répondu que la justice prévoit le dédommagement aux victimes de ces tortures et violences. Par rapport aux tortures, rappelons que la loi a tout prévu. Il existe différentes sortes de réparations, y compris les réparations matérielles. Je crois qu'au moment opportun, la Cour prend une décision irrelative. Comme je vous l'ai dit, lorsque nous constatons que la Cour a déjà saisi l'affaire, nous nous retirons pour qu'elle fasse librement son travail en faveur de la population. Ainsi, la victime plaide pour la réparation matérielle relativement à la torture et violence endurée. Une autre question qui n'a pas été répondue convenablement est relative à un malade mental détenu depuis plus de 10 ans, accusé de l'assassinat de 3 sœurs italiennes à Kamenge. Une question soulevée par l'honorable Anatole. J'aimerais te demander, monsieur le président de la commission, il y a un malade mental accusé de la mort de 3 sœurs à Kamenge. Il y a de cela plus de 10 ans. Est-ce que réellement son malade mental parvient-il à se défendre? Auriez-vous fait le suivi de son dossier, surtout qu'il est malade mentalement? Aurait-il au moins bénéficié d'une assistance d'un avocat? Ici, le président de la CNIDH a seulement signifié que cette personne avait droit à un avocat. Sikte Vignini Moraba laisse pourtant entendre qu'il existe des dossiers tabous dans la situation des prévenus ou condamnés, échappe à la commission selon la nature de l'infraction. En ce qui concerne les détenus malades mentaux, tout comme les enfants, il est connu qu'ils doivent être assistés par un avocat. Même pour ceux qui sont accusés de lourdes infractions, il y a une loi qui leur permet d'être assistés par un avocat. S'agissant des dissensions entre les leaders du parti CNL, auquel le ministère de l'Intérieur serait impliqué, le président de la CNIDH a indiqué que l'ampleur de la question dépassait les prérogatives et attributions de la commission.
Sur la question relative au CNL, nous avons approché les concernés et avons émis des propositions de solutions. Mais rappelons que cela ne figure pas dans les missions de la CNIDH. En effet, nous avons plusieurs commissions différentes dans le pays, y compris la commission de dialogue social avec les institutions. À ce que je sache, il y aurait de grandes instances du pays qui se seraient impliquées dans cette réunification, d'où nous sommes dépassés par l'événement. Autres inquiétudes soulevées par les députés, essentiellement en rapport avec le domaine pénitentiaire, entre autres la surpopulation carcérale et détenus privés de leur liberté alors qu'ils avaient purgé leur peine. Sikte Benyini Mouraba a rappelé que d'amples commentaires à ce propos étaient mentionnés dans le rapport présenté à l'Assemblée nationale. Dans un instant, nous parlons politique. RPI. Certains habitants de la localité de Rusigabangazi, colline Wumba, commune Gisagara, en province Tchamouzo, s'insurgent contre des contributions forcées leur exigées par le CNDD-FDD pour construire une permanence de ce parti présidentiel. Selon ces informations, chaque famille doit contribuer à hauteur de 2000 francs. Les contrevenants sont victimes des arrestations arbitraires. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. La colline Wumba a été divisée en 4 parties au sein du parti CNDD-FDD, dans la sous-colline Rusigabangazi. Au niveau de ces dernières, ce parti projette d'y ériger une permanence, car selon nos sources, après les élections de 2025, cette sous-colline deviendra une colline à part entière. Les habitants de cette localité, poursuit notre source, sont exigés par le chef de cette sous-colline au sein du parti CNDD-FDD, du nom de Chugazaché, de contribuer 2000 francs par ménage. Chugazaché a dit conseiller car cette sous-colline est indépendante comme une colline. Ce sont ceux du conseiller qui envoient avec le responsable des Imbonerakure et passent d'un ménage à l'autre pour exiger une contribution de 2000 sur chaque ménage. Tout le monde est obligé de participer à cette contribution et celui qui refuse s'attire des problèmes. Celui qui n'est pas membre du CNDD-FDD qui refuse de contribuer se retrouve au cachot d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez donc que c'est une situation difficile alors que nous sommes dans la pauvreté. C'est épouvantable d'exiger 2000 francs à chaque ménage. Les habitants de la localité de Rusigabangazi demandent aux autorités administratives de mettre fin à ces contributions forcées et que contribuent les membres du CNDD-FDD seulement. À cet effet, ils font savoir qu'on empire la situation en les obligeant des contributions alors qu'ils mènent eux-mêmes une vie de misère. Toujours en page politique, le gouvernement tanzanien devrait cesser des intimidations envers les réfugiés burundais. Réaction du délégué général du Force qui indique que la décision de les rapatrier de force en masse viole les conventions internationales. Maître Vital Nshimirimana estime que la Tanzanie et le Burundi peuvent renforcer leurs relations sans toutefois bafouer les droits des réfugiés. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons des propos de nature à intimider les réfugiés d'une quelconque expulsion massive vers le pays qu'ils ont fui depuis des années. Les autorités tanzaniennes sont engagées dans un combat acharné envers les réfugiés burundais qui veulent expulser de force pour plaire au gouvernement du Burundi. Mais cela est contraire au droit international des réfugiés qui définit le cadre d'accueil, d'acceptation et de cessation du statut de réfugié. Un quelconque réfugié ne peut jamais être expulsé que s'il y a des conditions qui militent en faveur de la cessation de son statut de réfugié. Ces causes peuvent être le fait d'avoir commis des crimes graves, extrêmement graves, ou le fait que le réfugié, lors de sa procédure de reconnaissance du statut ou de recherche d'asile, que le réfugié a menti, a donné des faits ou a donné des déclarations mensongères, et que on découvre que le réfugié a fui les poursuites judiciaires pour un crime de droit commun qu'il a commis dans le pays d'origine, ou le statut de réfugié peut également cesser
lorsque le réfugié décide de retourner volontairement dans son pays d'origine. Donc, on ne peut pas d'abord décider la cessation collective du statut de réfugié pour un ensemble de plus de 300 000 personnes, mais aussi ces gens, on sait que de façon générale, n'ont jamais commis des crimes avant leur fuite ou à l'intérieur du pays d'accueil. Donc, cette violation et honte du droit international est condamnable et nous pensons que des institutions, des mécanismes internationaux comme le HCR, qui est le gardien du droit international, doivent se lever pour dénoncer cet état de fait. Il en est de même de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont un des commissaires est en charge de la surveillance et de l'application du droit international par les États membres de l'Union africaine. Maître Vital Nshimirimana appelle ces réfugiés burundais situés en Tanzanie à garder espoir et à dénoncer ces intimidations auprès des organisations internationales. D'autre part, nous demandons avec la plus grande insistance aux réfugiés de ne pas se laisser faire. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est de continuer à dénoncer ces violations, de donner des informations aux mécanismes internationaux, y compris les organisations de la société civile et les médias locaux et internationaux, pour que tout le monde sache ce qui se plane, pour que tout le monde sache cette violation ou cette tentative d'expulsion que les autorités tanzaniennes sont en train de préparer. Et nous pensons que quand même les autorités tanzaniennes ne vont pas en arriver là-bas parce que ce serait une décision honteuse, contraire au droit international des réfugiés et contraire aussi qui serait dommageable pour la réputation de la République unie de Tanzanie, qui est connue comme une terre d'accueil pour des gens persécutés par des régimes autoritaires. Le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, Vital Nshimirimana, réagit aux propos de mardi de l'inspecteur chargé des questions des réfugiés dans la province de Kigoma, selon lesquels les réfugiés burundais n'ont que 10 mois pour quitter le sol tanzanien. Dans un instant, nous nous rendons à Musaga. Les eaux de pluie en provenance du quartier Gikoto constitueraient la principale cause de la dégradation de 2 rues du quartier Gasekebouye 1 en zone Musaga. Nous sommes en mairie de Bujumbura. À cela s'ajoute le fait que les caniveaux sont trop étroits pour canaliser ces eaux. Le point avec Elvis Nyamungere. À l'ouest du quartier Gasekebouye 1 de la zone Musaga est situé le quartier Gikoto. Ce quartier qui surplombe Gasekebouye 1 est en pleine construction. Plus les maisons sont nombreuses, plus le débit des eaux de pluie que ces constructions génèrent est grande quand il pleut. Et comme les caniveaux qui bordent les rues du quartier Gasekebouye 1 sont exigus, l'eau déborde avec beaucoup d'intensité quand il pleut. Il se déverse en pleine rue, causant ainsi la destruction de ces routes. La principale cause de la dégradation des routes numéro 1 et numéro 2, ce sont les eaux des pluies. Quand la pluie tombe, les eaux pluviales descendent depuis Gikoto, surplombant la zone Musaga et se déversent dans les 2 routes, puisque les caniveaux sont très étroits et ne peuvent pas canaliser toutes ces eaux. Ainsi, à cause de la force de ces eaux, il abîme ces routes en y laissant des trous sur leur passage. Pour remédier à ce problème, il faudra que ceux qui construisent les routes pensent également à construire des grands caniveaux qui peuvent drainer toutes ces eaux pluviales. La détérioration de ces rues du quartier Gasekebouye s'est accélérée depuis 2020, alors que l'on approchait des élections que l'on avait voulu montrer aux habitants de ce quartier qu'on songeait à eux en amenant une niveleuse dans leur rue qui présentait des nids de poules ici et là, et cela dirait de longues années. C'est une action qui aura malheureusement tout gâché.
igihe bakoze iri barabara ryo kuri Sainte-Anne bakarishyiramo pave baciye bazana imashini. Après avoir pavé l'avenue de Sainte-Anne, des machines bulldozers y ont été déployées, soi-disant pour le terrassement et aménagement jusqu'à l'avenue de Chevulomo. Mais comme les travaux avaient été interrompus à mi-parcours, les pluies ont alors tout remis en cause et les eaux ont creusé davantage ces rues. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Leonidas Nibigira, commissaire principal de l'office bondaise de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bora en sigle, mais il nous a signifié qu'il était en pleine réunion et qu'il fallait le rappeler dans l'après-midi. À ce rendez-vous, il était malheureusement injoignable. Parlons économie sans transition. Les prix du ticket de transport ont été réduits de 2 à 3 000 francs burundais dans la province de Gitega. Cette réduction est consécutive à la baisse de 245 à 350 francs sur les prix d'un litre de carburant à la pompe. Certains habitants de la capitale politique veulent que cette baisse des prix soit observée même au niveau des denrées alimentaires. Eric Nyonzima nous en dit plus. Sur les nouveaux tarifs du carburant, le prix de l'essence super est fixé à 4 030 francs au litre au lieu de 4 380 francs, tandis que celui du mazout est fixé à 3 955 francs au litre au lieu de 4 200 francs en province de Gitega. Les nouveaux tarifs sont respectés sur toutes les stations-service de Gitega. Consécutivement, les prix du ticket de transport de Gitega vers les autres provinces du pays ont chuté, même si dans certains cas, il reste supérieur à ceux fixés par l'État. Par exemple, les passagers qui partent de Gitega vers Karu, Singoz et Ruyigi paient 8 000 francs au lieu de 10 000 francs, alors que le nouveau ticket de transport fixé par l'État est de 6 500 francs. Les voitures taxi de type Probox et Saxidi empruntent ces voies. S'agissant du trajet Gitega-Bujumbura dans ces voitures, le prix du ticket a chuté de 15 000 francs jusqu'à un prix variant entre 12 à 13 000 francs. Paradoxalement, le prix du ticket Gitega-Bujumbura abordant minibus de type Hiace est de 8 000 francs au lieu de 10 000 francs, au moment où le nouveau prix de ce ticket fixé par l'État est de 9 300 francs. D'une façon globale, les nouveaux tarifs du carburant ont occasionné la réduction des prix de transport d'un montant varié entre 2 000 et 3 000 francs de Gitega vers les autres provinces du pays. La population se réjouit de la situation, mais aimerait que cette baisse des prix de produits pétroliers soit effectuée davantage, jusqu'à ce qu'il en devienne le cas pour les autres produits commerciaux, surtout les denrées alimentaires. Le prix du carburant devrait être revu à la baisse à chaque fois que son prix au marché international est réduit comme le font d'autres pays. C'est du moins le point de vue de Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, qui dit aussi que comme le carburant n'est pas extrait au Burundi, le gouvernement devrait réglementer son prix en fonction du marché international. De plus, selon lui, même si c'est un bon geste de la part de l'État, ce dernier devrait par ailleurs abandonner quelques taxes sur le carburant en cas de hausse de son prix. Ainsi, la population pourrait être un peu soulagée. Suivez Faustin Ndikumana, c'est le président de la PARSEM. Hier, le gouvernement a pris de revoir à la baisse les prix carburant de 4 350 à 4 000 pour l'essence et le mazout aussi a été aussi frappé par cette baisse. Et j'imagine que l'analyse qu'on doit faire, d'abord le carburant, ce n'est pas un produit que nous extrayons ici au Burundi, ce n'est pas un produit que nous extrayons, c'est un produit qui est importé. Quand un produit est importé, alors son coût dépend de 4 facteurs essentiels. Il y a le coût du marchandise à l'usine, là où il est fabriqué, là où il est vendu fort. Il y a le prix du transport, de l'assurance, le coût du transport de l'assurance. Il y a le coût de change en devise parce que le carburant est payé en devise. Il y a les taxes appliquées par l'État. Les 4 facteurs dont influence l'augmentation ou la baisse du prix du carburant. Pour le cas de figure actuellement, on dit que c'est le prix du carburant qui a été revu à la baisse sur le marché international et
quelques améliorations au niveau des coûts du transport. Cette réflexion positive alors de réduire le prix découlant de cette baisse sur le marché international, c'est une bonne chose parce que les Burundais aussi devraient avoir cette bouffée d'oxygène une fois le prix du produit concerné et revient après sur le marché international. Dans d'autres pays, ça se faisait comme ça. Le Burundi vient d'emboîter le pas, c'est une bonne chose. Plutôt, mais dans l'avenir, il faut prendre d'autres stratégies pour qu'une fois le prix continuera à aller crescendo, des mesures d'amortir cette augmentation, notamment en supprimant certaines taxes. Sinon, et la mesure aussi de revoir la baisse dans le coût du transport aussi, ça donne une feuille d'oxygène à la population, même si les prix avaient augmenté de façon vertigineuse auparavant. Il faut aller dans ce sens. Les Burundais aussi devraient bénéficier davantage une fois elle découle de cette baisse au niveau du marché international parce que tous les peuples du monde entier s'approvisionnent sur le même marché et avec un prix standard connu au niveau du marché mondial. Le président de la PARSEM réagit après que le gouvernement burundais a revu à la baisse le prix du carburant au début de la semaine en cours. Pour clore cette édition, parlons du Kirundi qui est une langue en disparition. En conséquence, la culture, l'éducation, les mœurs et les coutumes burundaises vont tomber à l'eau selon un spécialiste en langue africaine. Terence Ndaizeye regrette le fait que les Burundais vivant ou qui naissent à l'étranger ne parviennent pas à exprimer la culture et l'histoire de leur mère patrie comme il le fallait, faute d'ignorer le Kirundi. Il interpelle ainsi les concernés, entre autres le gouvernement, les parents et les éducateurs, de se ressaisir pour rétablir les valeurs de la langue nationale et maternelle. Suivez plutôt Terence Ndaizeye, c'est le spécialiste en langue et littérature africaine. Notre langue, le Kirundi, est une langue en disparition. Vu la population burundaise de plus de peut-être de 13 millions, et quand on essaie d'analyser le nombre de Burundais qui peuvent parler bien leur langue maternelle, je ne pense pas que les chiffres pourraient dépasser la moitié ou les trois quarts. Les chercheurs affirment que à la fin du XXe siècle, plus de la moitié des langues seront vouées à la disparition. Pour notre cas du Kirundi, c'est notre trésor, c'est aussi le premier véhicule de notre diversité culturelle, historique, et aussi de notre originalité. Et comme on le dit, il n'y a pas de culture sans langue, et c'est le vice-versa, c'est comme le verso et le recto, la dinfei. Et comme on le dit aussi, il n'y a pas de signe sans sémiosis, chaque chose a sa signification. Et comme on le dit en Kirundi, et on le dit aussi dans les proverbes Kirundi, et ceci dit beaucoup concernant l'éducation, concernant les vertus, concernant les mœurs et les valeurs des Burundais. Le groupe de personnes où la langue Kirundi se trouve sur la bordure de la disparition, si on prend exemple des enfants qui naissent ou qui grandissent à l'étranger, ils perdent beaucoup de choses. Ils n'ont pas cette chance d'écouter, de savourer les bonnes paroles à travers les chansons, à travers les bichuba, à travers la mazina, à travers l'imvino, à travers l'imigani. Ils ne reçoivent rien. Ils sont devenus incapables aussi de mener une conversation avec les grands-parents pour les relater, les expliquer les vertus et les valeurs de nos ancêtres, les valeurs qui ont caractérisé les Burundais de jadis. Donc, c'est dans ce sens qu'ils deviennent, si on ose le dire, un peuple sans culture, un peuple sans histoire, et enfin, un peuple sans originalité, malgré eux. Pour ceci, il faudra une mise en place d'une politique de mise en valeur de notre langue. Voilà, c'est une interview recueillie en marge de la journée internationale de la langue maternelle célébrée ce 21 février. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 22 février 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.